En octobre 2025, dans le désert de Tindy Bin, deux chiffres ont brutalement changé le destin du Sahel. Alors que les observateurs étrangers annonçaient une énième opération chaotique et interminable, un réseau artisanal de drones, d'essayons et des camps et de liaisons locales a réduit le temps de réaction et cassé toutes les prévisions. Pour ceux qui suivent l'ascension d'Ibrahim Traoré et du Burkina Faso, que révèle vraiment ce basculement éclair sur la souveraineté africaine et sur la fin de la dépendance militaire. Car derrière cette nuit presque silencieuse, c'est une nouvelle grammaire du pouvoir qui commence à s'écrire. Depuis Tindy Bin, une promesse traverse le Sahel. Comprendre comment une région longtemps considérée comme fragile a pu renverser un schéma militaire enraciné depuis des décennies. La valeur de cette histoire ne réside pas seulement dans la victoire elle-même, mais dans la possibilité d'un modèle où l'Afrique conçoit ses propres solutions, avec ses propres moyens et selon ses propres priorités. Pour les spectateurs, l'enjeu est clair. Décoder le mécanisme réel qui a permis à une alliance locale, guidée par une vision pragmatique, d'obtenir un résultat que beaucoup jugeaient impossible. Et si ce mécanisme pouvait être reproduit ailleurs, dans d'autres régions, sur d'autres fronts, au-delà du Burkina Faso? Ce qui se joue ici dépasse le simple récit militaire. C'est la révélation d'une méthode, d'une coordination et d'une capacité d'adaptation qui redessine l'équilibre stratégique d'un continent entier. Car si une alliance peut réduire ses vulnérabilités en quelques heures, que pourrait-elle faire en quelques années? La première révélation tient en deux constats simples. En moins de 48 heures, l'Alliance du Sahel a synchronisé ses systèmes locaux, et cette synchronisation a réduit le temps moyen de réaction à sous 90 secondes. La seconde révélation apparaît aussitôt. Cette réduction n'est pas un exploit ponctuel, mais la démonstration d'une méthode appliquée sur un terrain où l'on n'attendait aucune innovation autonome. Pour comprendre ce tournant, il faut revenir au désert de Tindy Bin, longtemps perçu comme une marge silencieuse du Sahel. Dans cette zone où les infrastructures étaient fragmentées, trois nations, Burkina Faso, Mali et Niger, ont progressivement bâti un réseau de communication né d'ingéniosité locale, de technologies artisanales reconfigurées et d'une coordination quotidienne entre ingénieurs et unités militaires. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce réseau n'a pas été pensé comme une imitation des modèles étrangers, mais comme un outil adapté aux réalités internes. Distance vaste, ressources limitées, terrain changeant et menaces persistantes. La clé résidait moins dans la puissance matérielle que dans la capacité à rendre chaque information utile, transmissible et exploitable en temps réel. Lorsque l'opération de Tindy Bin s'est amorcée, ce travail en coulisses s'est révélé déterminant. Les drones fabriqués localement ont cartographié le terrain. Les centres de renseignement interconnectés ont traité les alertes. Les unités réparties sur plusieurs points ont reçu des instructions synchronisées dans un délai considérablement réduit. C'est cette logistique discrète qui a permis à l'Alliance non seulement de stabiliser ses positions, mais surtout de reprendre l'initiative sur un terrain où elle n'avait longtemps fait que subir. Ce basculement marque le début d'un autre récit, celui d'une région capable de transformer des contraintes structurelles en leviers stratégiques. Et cette dynamique, loin d'être isolée, prépare déjà les fondations de la suite. Une suite où le Sahel ne réagit plus à la menace, mais l'anticipe. Dans cette transformation silencieuse, la figure qui sert de fil conducteur n'est pas seulement celle d'un chef militaire, mais celle d'un bâtisseur capable d'articuler vision stratégique et pragmatisme opérationnel. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme un symbole isolé, mais comme l'élément pivot d'une mécanique collective, où chaque pays du Sahel trouve sa place. Très tôt, son rôle a consisté à relier les compétences locales, à fédérer les cellules de renseignement et à homogénéiser les méthodes de coordination jusque-là dispersées. Ces deux exemples montrent comment une architecture pensée pour la contrainte devient un levier de résistance. Le changement n'est pas venu d'un choc spectaculaire, mais d'une série d'ajustements précis
qui ont renforcé l'ensemble. Et la question centrale, presque inévitable, se pose désormais en filigrane. Jusqu'où cette méthode peut-elle aller? Une chose est sûre, son impact précoce a déjà déplacé le centre de gravité stratégique du Sahel. Avant Tindy Bin, la norme semblait immuable. Des unités fragmentées, des communications lentes et une dépendance structurelle envers des soutiens extérieurs. Après, en quelques heures seulement, l'Alliance du Sahel a imposé un nouveau tempo opérationnel fondé sur l'autonomie, la réactivité et une coordination pensée depuis le terrain. C'est cette transition fulgurante qui dévoile l'ossature réelle de la bataille. Tout commence plusieurs mois auparavant, lorsque les équipes techniques locales commencent à reconfigurer les technologies artisanales. Ces dispositifs, souvent considérés comme obsolètes, deviennent progressivement un réseau numérique capable d'assurer une synchronisation entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de copier un modèle étranger, mais d'ajuster chaque outil aux contraintes du Sahel. Distances immenses, terrains fragmentés, ressources limitées. Lorsque l'alerte initiale est déclenchée dans le désert de Tindy Bin, ce réseau déjà opérationnel entre en action. Les drones fabriqués localement transmettent des images. Les centres de coordination interconnectés traitent l'information. Les unités frontalières reçoivent des directives sans latence majeure. L'effet immédiat est une réduction drastique de l'incertitude. L'Alliance sait où se trouve l'ennemi, comment il se déplace et à quel rythme intervenir. La montée en puissance se fait en cascade. Les opérateurs techniques parviennent à maintenir une liaison continue malgré les interférences naturelles du désert. Les unités au sol se déplacent rapidement et bousculent les attentes adverses. Là où, habituellement, les forces sahéliennes subissaient l'initiative ennemie, elles la reprennent désormais. Les drones permettent de cartographier en temps réel les lignes de déplacement. Les centres de renseignement redistribuent les informations vers 3 zones d'interception. Les commandants sur le terrain n'ajustent les positions en quelques minutes, alors qu'il fallait auparavant de longues heures. Ce changement de rythme surprend l'adversaire, habitué à une réponse lente et fragmentée. L'Alliance, au contraire, multiplie les actions coordonnées. Verrouillage d'un corridor désertique, sécurisation d'un point de passage, neutralisation d'une tentative de contournement. La logique n'est plus défensive, elle devient proactive. En moins de 48 heures, l'Alliance du Sahel impose une structure nouvelle où la mobilité compense la faiblesse matérielle et où l'information circule plus vite que les menaces. Une fois l'initiative solidement établie, les effets secondaires commencent à se diffuser. La victoire militaire n'est pas seulement une question de terrain, mais de posture. D'abord, les unités frontalières réorganisent leurs routes de patrouille, profitant de la stabilité naissante. Les corridors autrefois dangereux deviennent de nouveau praticables. Ensuite, la coordination entre les 3 pays se structure durablement. Les centres de renseignement interconnectés, mis en place pour la bataille, deviennent la base d'un futur système régional permanent. Enfin, la perception externe change. Les observateurs étrangers, qui s'attendaient à une opération longue et coûteuse, constatent l'efficacité inattendue d'une stratégie locale. Ce que révèle cette dynamique, c'est que l'Alliance du Sahel n'a pas gagné grâce à un avantage matériel, mais grâce à une décision méthodique, un enchaînement précis et une cohérence inédite dans son histoire récente. Et derrière cette cohérence, une question revient. Quelle marge de progression reste encore possible? La bascule quantitative apparaît dès l'ouverture. Le temps moyen de transmission d'une alerte est passé de 12 minutes à moins de 90 secondes. Un delta qui change entièrement la manière d'anticiper un mouvement hostile. Cette réduction radicale n'est pas un simple gain technique. Elle transforme l'alerte en décision exploitable presque immédiatement, ce qui permet de repositionner des unités avant même que l'ennemi ne consolide son action. 2 autres chiffres issus de l'intervention complètent cette dynamique. Moins de 20 hommes ont été perdus pendant l'opération, un niveau largement inférieur aux prévisions établies d'après des missions similaires menées par des forces étrangères.
Ce contraste illustre une précision tactique rare, soutenue par une coordination qui limite les expositions inutiles. Enfin, le nombre de centres de renseignement a été consolidé en 3 pôles interconnectés, capables de traiter une quantité accrue d'informations. Cette centralisation renforce la cohérence de l'ensemble, car elle réduit les déperditions d'analyse qui affaiblissaient autrefois la prise de décision. L'enjeu, désormais, est de comprendre comment Ibrahim Traoré et l'Alliance du Sahel ont rendu ces chiffres possibles sans soutien extérieur déterminant. Le premier levier repose sur la capacité à transformer des technologies artisanales en outils tactiques pertinents. Ce réseau, souvent qualifié d'imparfait, a montré qu'un système modeste mais bien structuré surpassait parfois des appareils sophistiqués s'ils sont mal adaptés au terrain. Les drones fabriqués localement, robustes et calibrés pour le désert, fournissent des images essentielles sans nécessité d'infrastructures lourdes. Le deuxième levier tient dans la réorganisation interne. Les postes isolés autrefois vulnérables sont devenus des nœuds intégrés dans une architecture commune. La fluidité de cette architecture permet d'absorber des volumes d'informations plus élevés et de réagir à un rythme qui surprend les observateurs extérieurs. Le troisième levier est humain. Les jeunes officiers, issus parfois de régions périphériques, sont devenus des acteurs clés du traitement de données et du maintien opérationnel du réseau. Leur formation accélérée, associée à la connaissance intuitive du terrain, crée une forme d'efficacité que des armées étrangères peinaient à atteindre. Les effets sociaux combinés de ces 3 leviers se traduisent par une réécriture complète de la dynamique de sécurité dans le Sahel. La réduction du temps d'alerte entraîne une diminution automatique des zones mortes où l'ennemi pouvait autrefois évoluer sans être détecté. La consolidation en 3 pôles renforce la redondance du système. Si une zone était perturbée, les 2 autres compensent immédiatement. Quant à la baisse des pertes humaines, elle influence directement le moral des troupes et la confiance des populations, 2 éléments qui conditionnent la stabilité à long terme. Au fond, ce que montrent ces chiffres, ce n'est pas seulement l'efficacité d'une méthode, mais la preuve qu'un modèle autonome peut rivaliser avec des approches extérieures pourtant mieux dotées. Et derrière la clarté de ces données, une question demeure. Que devient une région lorsque ses propres chiffres deviennent sa première ligne de défense? Les premières réactions internationales face à la victoire de Tindibin ont immédiatement créé 2 courants d'interprétation opposés. Premier courant, les sceptiques. Pour eux, l'Alliance du Sahel ne disposerait pas de la base économique suffisante pour maintenir durablement une autonomie militaire. Ils affirment que l'absence d'appui extérieur fragiliserait la région à moyen terme, notamment face aux pressions diplomatiques, aux sanctions possibles ou aux fluctuations régionales. Ils soutiennent également que les infrastructures locales, malgré les progrès récents, resteraient trop limitées pour garantir une continuité stratégique. Second courant, les pragmatiques. Ceux-ci voient dans l'intervention de Tindibin la preuve qu'un modèle endogène peut fonctionner lorsqu'il est construit sur les réalités du terrain. Ils soulignent que l'innovation née de la contrainte, drones fabriqués localement, réseau numérique artisanal, coordination interconnectée, démontre une adaptation que peu d'acteurs extérieurs ont su atteindre dans le Sahel. Pour eux, la réussite de l'Alliance ne vient pas de ressources abondantes, mais de la capacité à optimiser ce qui existe déjà. La réponse à ce débat apparaît dans les résultats observables. Les pertes humaines limitées à moins de 20 hommes, la réduction du temps d'alerte à moins de 10 secondes et la consolidation en 3 pôles de renseignement montrent qu'un modèle régional peut non seulement fonctionner, mais surpasser des approches plus lourdes. De plus, la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a permis d'intégrer des jeunes officiers issus des zones marginalisées, renforçant la cohésion interne et accélérant la prise de décision, un point souvent négligé dans les critiques externes. Ainsi, le Stillman révèle un point essentiel. La question n'est pas de savoir si le modèle sahélien ressemble aux modèles étrangers, mais s'il répond mieux à la réalité du Sahel. Et à Tindiban,
La réponse a été nette. Une stratégie locale, structurée autour d'un réseau pensé par et pour la région, peut rivaliser avec des dispositifs plus sophistiqués lorsque l'information circule vite et que la coordination devient instinctive. Une phrase a tout déplacé. Dans le tumulte maîtrisé de l'opération, une ligne prononcée par Ibrahim Traoré est devenue le pivot invisible du midpoint. Si nous pouvons verser notre sang ensemble, nous pouvons aussi penser ensemble. Cette idée, simple et calme, a produit un renversement stratégique bien plus profond que n'importe quel mouvement de troupes. Elle a transformé l'alliance du Sahel en un espace de décision collective, là où, autrefois, chaque pays agissait selon ses urgences propres. Ce qui change au midpoint, ce n'est pas la puissance matérielle, mais la logique d'organisation. Les technologies artisanales, longtemps perçues comme des outils de dernier recours, deviennent les fondations d'un système cohérent. Les trois pôles de renseignement interconnectés, déjà en place, s'alignent désormais autour d'une vision unique, pensée locale pour agir mieux. Les informations, autrefois fragmentées, commencent à circuler comme un fluide unique. Les unités frontalières ajustent leur position avec une précision nouvelle. Les drones cartographient des zones jusqu'alors considérées comme imprévisibles. Ce midpoint n'est donc pas un tournant militaire, mais un tournant mental. Le Sahel cesse d'attendre une solution, il devient la solution. Les conséquences de Tindy Bin ne se sont pas limitées au champ militaire. Elles ont traversé les infrastructures, l'économie, le quotidien des habitants et même la perception régionale du pouvoir. L'impact est multiple, structuré, et s'observe à travers 4 axes principaux. La première répercussion est la stabilisation immédiate des zones frontalières, soutenue par une réduction de près de 68% des incidents armés en 6 mois. Les routes, autrefois impraticables, redeviennent fonctionnelles, rétablissant la circulation entre les points stratégiques. Les centres de renseignement, désormais consolidés en 3 pôles interconnectés, limitent fortement les zones d'ombre où l'ennemi pouvait autrefois manœuvrer. Cette architecture renforce la capacité des États à anticiper les crises. Sous l'impulsion méthodique inspirée par Ibrahim Traoré, la souveraineté n'est plus envisagée uniquement comme une force militaire, mais comme un système autonome capable de fonctionner sans appui extérieur. La réouverture des routes commerciales a provoqué une augmentation de 22% des échanges transfrontaliers en quelques mois. Les marchés locaux, transport de bétail, céréales, biens essentiels, reprennent vie après des années de paralysie. Cette dynamique permet aux commerçants de réinvestir, de restaurer leur réseau et de rétablir une activité régulière. Les économies de proximité retrouvent une stabilité qui semblait hors de portée au plus fort des crises. Pour les habitants, l'effet le plus visible est la disparition progressive de la peur quotidienne. Les familles retrouvent un rythme de vie normal. Les écoles rouvrent, les déplacements cessent d'être des risques permanents. Les coopératives féminines jouent un rôle central dans la reconstruction. Elles réhabilitent les infrastructures, réorganisent les circuits économiques et rétablissent les liens communautaires. La victoire devient une réalité tangible. La sécurité n'est plus théorique, elle est vécue au quotidien. À l'échelle régionale, le Sahel n'est plus vu uniquement comme une zone de crise, mais comme un laboratoire d'autonomie. Les observateurs étrangers réévaluent leurs analyses, surpris par l'efficacité d'un système fondé sur des technologies locales et une coordination internalisée. Le modèle sahélien, façonné en partie par la méthode d'Ibrahim Traoré, devient un cas d'étude sur la manière dont une région longtemps dépendante peut produire un dispositif stratégique crédible. Cette transformation influence même les discours diplomatiques, où l'on commence à évoquer un Sahel capable de devancer les crises plutôt que de simplement y réagir. À l'issue de Tindy Bin, 3 trajectoires principales se dessinent pour les 12 prochains mois. Elles ne dépendent pas d'un unique facteur, mais d'un ensemble de variables. Cohésion interne, capacité de coordination et résistance face aux pressions extérieures.
Elles offrent 3 futurs plausibles pour le Sahel, chacun porteur d'opportunités et de risques. Dans ce scénario, le Burkina Faso, le Mali et le Niger parviennent à maintenir leur niveau actuel de coopération en s'appuyant sur les infrastructures déjà consolidées, les 3 pôles de renseignement, les routes stabilisées et les réseaux de communication renforcés. Les incidents armés restent contenus autour d'un volume proche des 800 par an, comme anticipé dans certains rapports régionaux. La stabilité progresse lentement, mais elle exige des arbitrages constants pour éviter les tensions politiques internes. La souveraineté reste possible, mais fragile, dépendant d'une gestion prudente des ressources. Ici, l'Alliance du Sahel devient un modèle de gouvernance et d'autonomie à l'échelle continentale. Les réformes civiles s'alignent sur la discipline militaire observée à Tindibine, renforçant les institutions et élargissant la coopération sud-sud. Les marchés régionaux se connectent davantage, stimulant les échanges au-delà de la hausse initiale de 22%. Ce scénario ouvre la voie à un espace économique commun, où la méthode sahélienne devient une référence pour d'autres pays confrontés à des défis similaires. Dans ce cas, les fractures internes réapparaissent. Tensions politiques, pressions diplomatiques extérieures, ralentissement économique. L'Alliance du Sahel se fragmente progressivement, les pays reprenant leurs approches individuelles et perdant l'élan créé par Tindibine. Les anciennes vulnérabilités réémergent. Routes instables, coordination affaiblie, perte de confiance des populations. Malgré cela, l'expérience de Tindibine laisse une trace durable. La preuve qu'un modèle autonome est possible, même si sa pérennité n'est pas garantie. Pour comprendre l'avenir du Sahel, mieux vaut observer la cohérence de ses décisions plutôt que la vitesse de ses victoires. À Tindibine, la transformation ne s'est pas limitée aux cartes militaires ou aux analyses diplomatiques. Elle a touché des individus, des familles, des communautés entières. Pour comprendre la portée réelle de cette victoire, il faut regarder au-delà des chiffres et observer ce qui change dans la vie de ceux qui vivent au Sahel. Pour eux, la différence est immédiate. La disparition progressive des attaques régulières et la réouverture des routes transfrontalières redonnent un souffle inattendu à leur quotidien. Les déplacements cessent d'être des paris dangereux. Les écoles rouvrent, les marchés reprennent. La victoire militaire devient un soulagement vécu chaque matin. Longtemps partagé entre l'exil et la résignation, il voit soudain apparaître un horizon nouveau. Les projets de reconstruction, les centres interconnectés, les unités techniques locales offrent des espaces où ils peuvent contribuer. Leur avenir ne semble plus dicté par les crises, mais par les capacités qu'ils développent dans leur propre région. Dans les villages touchés par les années d'instabilité, elles deviennent un moteur incontournable. Elles organisent la restauration des infrastructures, relancent les activités économiques et reconstituent des réseaux sociaux, autrefois brisés. Leur rôle, longtemps silencieux, devient un pilier du retour à la stabilité. Ce que Tindibine montre, c'est que la souveraineté n'est pas seulement une affaire d'État ou d'armée. C'est une expérience intime, vécue à l'échelle humaine. Pour que l'Alliance du Sahel transforme l'élan de Tindibine en stabilité durable, un plan structuré devient indispensable. Les premiers résultats montrent ce qu'un modèle autonome peut fonctionner. La question est désormais de savoir comment l'ancrer dans le temps. La réponse passe par un ensemble de démarches progressives, chacune définie par un acteur, un objectif clair et un indicateur mesurable. Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger doivent souhaiter consolider les structures communes créées pendant l'intervention. Qui? Les autorités politiques et militaires des 3 pays. Quoi? Formaliser un cadre de décision collective. Quand? Dans les 6 à 12 mois. Mesure? Capacité à répondre conjointement aux incidents sans délai supplémentaire. Les ministères de l'énergie, de l'industrie et de la défense doivent soutenir la fabrication locale de technologies essentielles, notamment drones et systèmes de communication. Objectif: réduire la dépendance aux importations. Mesure: part des équipements produits localement dans les opérations.
Les jeunes officiers militaires et civils, déjà impliqués dans les centres interconnectés, doivent intégrer des programmes régionaux et internationaux. Objectif: développer une expertise commune. Mesure: nombre d'équipes mixtes capables de gérer un pôle de renseignement. Un portail public doit relayer les statistiques de sécurité, les dépenses et l'état de la coopération. Objectif: renforcer la confiance des populations. Mesure: régularité des mises à jour et participation citoyenne. En structurant ces 4 axes, la région répond directement à la boucle de curiosité ouverte en pays. Question 10. La cohérence des décisions devient le meilleur indicateur de l'avenir du Sahel. Dans les heures qui ont suivi Tindy Bean, un détail observé dès les premiers cas de coordination: ces opérateurs techniques rassemblant patiemment des signaux faibles pour en faire une force collective est devenu l'emblème silencieux de la transformation du Sahel. Ce motif, apparu dans l'ombre, revient ici comme un fil rouge, celui d'hommes et de femmes qui, loin des projecteurs, ont façonné une méthode avant même que la bataille ne commence. Ibrahim Traoré, souvent perçu comme le visage le plus visible de cette transition, n'incarne pas seulement une stratégie, il incarne la continuité de ces gestes modestes qui ont permis à l'Alliance de tenir. Les centres interconnectés, les drones artisanaux, les équipes locales, tout cela n'était pas une improvisation, mais une architecture patiemment construite. Et c'est dans cette cohérence, bien plus que dans le fracas militaire, que réside la portée émotionnelle de Tindy Bean. La victoire n'a pas été gagnée dans un moment de gloire, mais dans la persévérance quotidienne de ceux qui ont refusé la dépendance. Aujourd'hui encore, ce motif résonne, comme une promesse discrète mais tenace. Le Sahel peut choisir sa propre trajectoire. À Tindy Bean, ce n'est pas seulement une victoire militaire qui a émergé, mais une manière nouvelle de se regarder collectivement. Dans les villages comme dans les centres urbains, le récit de cette transformation circule désormais comme un symbole, celui d'une région qui, malgré les contraintes, décide de se relever par elle-même. Chaque geste de reconstruction, chaque route réouverte, chaque initiative locale devient une pierre ajoutée à l'édifice d'une souveraineté assumée. C'est dans cette continuité que s'inscrit cette invitation. Partager l'histoire de Tindy Bean, non pour glorifier un événement unique, mais pour rappeler que la coopération et la résilience peuvent modifier le destin d'un territoire, soutenir les projets locaux, encourager la solidarité régionale, valoriser les savoir-faire internes. Ce sont là des gestes simples, mais capables d'amplifier les changements en cours. Et si ce récit vous inspire, vous pouvez aider à prolonger son élan, en diffusant cette analyse, en rejoignant la discussion ou en soutenant les initiatives qui renforcent l'autonomie du Sahel.